Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Le président du Sénat, Gérard Larcher, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir, monsieur Larcher. Bonsoir. Et merci d'être avec nous à ce rendez-vous de Public Sénat avec les Échos, Radio Classique et l'agence France Presse. Plusieurs grandes questions, bien sûr, au cours de cette émission, au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire, politico-judiciaire. Mais on parlera également programme avec François Fillon. Est-ce que ce sera l'austérité pour tous? Jean-Francis Pécresse vous le demandera. Comment votre candidat pourra-t-il rassembler son électorat et repasser devant Emmanuel Macron? Ça, c'est une question que vous posera Nadège Puljak. Et comment tourner la page des affaires pour la nécessaire moralisation politique, la vertu républicaine? Quelles mesures? Nous en parlerons avec Michael Zamès, mais bien sûr d'abord une toute première question d'actualité. L'actualité, c'est la mise en examen de François Fillon avec 24 heures d'avance pour détournement de fonds publics et recel d'abus de biens sociaux. C'était prévu, certes, Gérard Larcher, mais est-ce que ça ne fragilise pas un peu plus la candidature Fillon? On savait depuis près de 2 semaines que la mise en examen était, j'allais dire, au bout du chemin. Elle est actée aujourd'hui. C'est l'aboutissement d'une séquence qui, au fond, a empêché le déroulement normal de la campagne électorale, qui est un dialogue entre des candidats et les Français. François Fillon a pris une décision de s'en remettre au suffrage universel, à la décision du peuple. D'avis d'ailleurs, à l'espèce. Oui, mais je pense que il a, et je le soutiens dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, à 5 semaines de l'élection, ou un peu plus, eh bien, la campagne va reprendre ses droits, et puis les Français se détermineront, ils choisiront, et ils choisiront le projet de François Fillon. C'est le seul qui puisse permettre de redresser le pays. Alors le projet, on va beaucoup en parler au cours de cette émission, mais est-ce que vous estimez que le calendrier judiciaire a été précipité? C'est le mot qu'a utilisé François Fillon dans sa déclaration écrite devant les juges. Est-ce que vous contestez le calendrier judiciaire? Écoutez, c'est à l'autorité de justice de conduire le calendrier qu'elle entend mener. Pour ma part, oui. Ce que je souhaite maintenant, c'est qu'on rentre dans une véritable sérénité de la justice. En effet, je n'ai entendu personne. Je parle des autorités, aujourd'hui de l'exécutif par exemple, s'émouvoir de la disparition totale du secret de l'instruction. On retrouve une partie des procès-verbaux dans de la presse quotidienne, dans de la presse hebdomadaire. D'ailleurs, pas tous les procès-verbaux, surtout ceux à charge. Je crois que la présomption d'innocence, j'ai le souvenir du débat ici, le rapporteur était Michel Dreyfus-Schmitt, où nous parlions, au moment du nouveau code de procédure pénale, du statut spécifique de la mise en examen, qui n'est pas une inculpation. Je crois qu'il y a aujourd'hui un couloir judiciaire. Il doit, en quelque sorte, se dérouler dans la sérénité. Je parlais comme un stade. Et puis il y a un couloir politique. Ce couloir politique, c'est celui du débat que nous devons avoir avec les Français. Est-ce qu'il faut fermer le couloir judiciaire? En d'autres termes, est-ce qu'il faut une trêve? Est-ce qu'il faudrait une trêve dans l'instruction? J'avais souhaité qu'on pratique la retenue. Ça n'existe dans aucun texte. J'assume mon mot parce que moi, je suis attaché à... J'ai confiance dans l'autorité de justice, je l'ai déjà dit. Je suis aussi quelqu'un qui propose des nominations au Conseil supérieur de la magistrature. Donc je mesure la responsabilité comme président du Sénat, qui est la mienne. Voilà pourquoi je pense que, enfin, le temps de la sérénité de la justice, c'est ce que j'appelle. D'accord, mais il y a des déclarations fortes à gauche. Par exemple, certains parlent de parjure concernant François Fillon, puisqu'il avait dit qu'il ne serait plus candidat s'il était mis en examen. Que pensez-vous de ce Il a répondu très clairement, c'est devant les Français. Qui jugeront son projet et lui-même. Et on ne se parjure pas devant les Français, c'est les Français avec leur bulletin de vote qui choisiront. Il reste 3 jours, Gérard Larcher, avant la clôture des parrainages. Est-ce qu'un plan B, alors vraiment, ce serait vraiment une extrémiste, est, selon vous, totalement inenvisageable? François Fillon est le candidat des familles politiques de la droite et du centre. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'étais présent, l'accord avec l'UDI. On en parlera. Avec la présence des présidents de groupe, du président de l'UDI, de sensibilité comme le Parti radical, et était autour de François Fillon avec la famille des Républicains.
vous êtes derrière François Fillon depuis très longtemps, Gérard Larcher. Vous avez eu un moment d'hésitation ces dernières semaines, on peut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez, vous, peut-être comme les Français, une autre image de cet homme que vous connaissez mieux que nous, après toutes ces péripéties? J'ai eu un moment où je lui ai posé des interrogations. Pas où je me suis interrogé, où je lui ai posé des interrogations. Je sais que certains ont fait dire dans ma bouche encore récemment un certain nombre de choses, vous qui me connaissez bien, qui ne sont pas dans mon vocabulaire. Je suis sans réserve aux côtés de François Fillon. Je le soutiens. Je l'ai fait hier soir dans le Pas-de-Calais, dans un village qui s'appelle Écuire, devant près de 600 personnes. Je continuerai à le faire la semaine prochaine dans le Rhône. Et je poursuis actuellement le dialogue avec les organisations syndicales et patronales. D'accord. Ce matin, je recevais la CGT, par exemple. Bon, après toutes ces découvertes, ces révélations à la une des journaux, encore ce matin dans le Parisien, est-ce que vous l'en voulez quand même d'une certaine manière? Écoutez, la vie personnelle de chacun et sa vie personnelle et son choix, je le respecte profondément. Aujourd'hui, on est dans un débat politique. Un projet à proposer aux Français, et je le dis aux Français qui nous écoutent ou qui nous regardent à cet instant, François Fillon est le seul qui porte un projet qui peut redresser le pays. Alors son projet, on en parle tout de suite, dans la suite de l'épreuve de vérité, avec Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Gérard Larcher. Alors, bonsoir. 100 milliards d'euros d'économies, le retour aux 39 heures, la retraite à 65 ans, 500 000 postes de fonctionnaires en moins et la TVA plus 2 points très vite. Est-ce que ce n'est pas l'austérité pour tous et est-ce que vous pensez que les Français ont envie de voter pour ce projet-là? Les Français, ils constatent quoi? 6 millions de personnes éloignées de l'emploi. 9 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Et ils entendent un endettement d'ailleurs qui dépasse l'entendement pour eux. 2200 milliards de dettes. Chaque début de mois, allez, on emprunte 10, 15 milliards d'euros pour la fin du mois. Et est-ce qu'on propose une espérance? François Fillon nous a proposé, c'est d'ailleurs ce qui m'a séduit il y a un certain nombre d'années dans la démarche, un changement de logiciel. Retrouvons la confiance au travers des entreprises, la confiance aussi dans la maîtrise de la dépense publique. Tant qu'on n'a pas recréé de la richesse par les entreprises, il serait vain de continuer l'illusion de vivre très, très au-dessus de ses moyens. Est-ce qu'il propose une espérance précisément? Dans les campagnes présidentielles, il faut proposer ce que Ségolène Royal appelait en 2007 un désir d'avenir. On ne le voit pas vraiment dans le projet de François Fillon, on voit surtout cette potion amère, au fond, des prochaines années qui nous... Qu'est-ce que nous a proposé François Hollande? Le retour vers le plein emploi. Il ne l'a pas obtenu parce qu'il n'a pas pris les moyens en direction des entreprises. Le désir d'avenir pour des millions de Françaises et de Français, pour près de 25% des jeunes qui sont au chômage ou dehors de toute formation, c'est d'abord l'emploi. Et ça, c'est la première préoccupation de nos compatriotes. Ne l'oublions pas, le temps des rêves, pardonnez-moi, est comparable au temps de l'illusion, le temps de la réalité, du courage, mais ce n'est pas une purge que de proposer à notre pays d'aller vers le plein emploi, ce ne sera pas demain matin. François Fillon, d'ailleurs, parle de 7%. 7%. Un taux que nous avions connu avec Jean-Louis Borloo en 2007 et 2008. Et oui, avant la grande crise financière qui a quand même ravagé notre économie. Comment ferez-vous pour supprimer les 35 heures? Est-ce que c'est d'un trait de plume? Vous le supprimez dans la loi? Et à quel moment, à quel seuil se déclencheront les heures supplémentaires majorées? Je crois que François Fillon a été clair, mais moi qui poursuis le dialogue avec les partenaires sociaux, ce matin j'étais avec la CGT. On va écouter dans un instant M. Martinez. Et j'étais avec la CGT et j'ai proposé la déclinaison, qui reste encore pour partie ajustée à écrire, parce que la démarche de François Fillon, c'est d'abord un homme qui croit au dialogue social. C'est aussi un homme qui propose un certain nombre de décisions que les partenaires sociaux ne découvriront pas en lisant un journal du matin paraissant principalement dans la région Île-de-France, votre confrère Le Parisien, quel est le projet de texte qui sera proposé s'il est président de la République au cours de l'été. Je souhaite... La loi travail, elle sera négociée en amont. Connaissent ce que seront les deux textes,
un texte sur la fiscalité, on y reviendra peut-être tout à l'heure, un texte sur le travail, fin de la durée légale du travail, mais ouverture de négociations dans les entreprises, et ou dans les branches. Et dans les branches. Alors, parce qu'il y a la réalité des deux, sujet. des garanties apportées aux femmes et aux hommes qui sont au SMIC et autour du SMIC. Ça, c'est le premier des sujets. Le second des sujets, et ça n'est pas des moindres, comment on sécurise l'embauche, comment on retire la peur d'embaucher pour aller vers l'embauche. C'est notamment la prévisibilité et des indemnités prud'homales, qui seront de leur plafonnées. C'est aussi, je vais jusqu'au bout, l'ouverture d'une période de dialogue social entre juillet et l'automne, où nous examinerons la situation de l'assurance chômage, de son rôle dans le retour vers l'emploi, puisque le texte aura supprimé la question du compte pénibilité. Comment on reconnaît la pénibilité? Ce sera soumis au dialogue social. Donc il y a un contrat qui sera proposé aux syndicats. Un contrat. Et aux syndicats et aux entreprises. C'est le dialogue avec les partenaires sociaux. Ça peut être sous forme d'ordonnance ou sous forme d'un texte extrêmement ramassé qui devrait être proposé au Parlement au cours de l'été. Mais laissons-nous achever. Je reçois jusqu'à lundi, pour le deuxième round, l'ensemble des partenaires sociaux. Le temps des échanges. Alors, et puis les échanges. François Fillon arbitrera définitivement. Un certain nombre de choses qui semblent actées. Notamment, François Fillon était pour le fait que l'on inscrive dans le contrat de travail, par avance, les clauses du licenciement. Ce pourquoi on peut être licencié. Les clauses de rupture du contrat. Tu as l'impression que vous avez fait machine arrière. Pas du tout. Ça n'est plus dans le projet. Dans le projet, ce sera soumis à la négociation sociale. Ouais. Alors oui, pour une raison, pardonnez-moi, très simple, d'expérience d'un ancien ministre du Travail. Ouais. C'est le souvenir du contrat nouvelle embauche. Ça veut donc dire qu'il n'y aura pas cette mesure, puisque les syndicats n'en veulent pas. C'est pas parce qu'ils en voudront, vous en voudront pas. Le dialogue social, c'est pas automatiquement un accord, c'est de soumettre au dialogue. Et je vous le dis, la préoccupation des syndicats, quelle que soit leur sensibilité, ils peuvent être pour certains en total désaccord avec ces propositions. Mais ce qui est important, c'est de dialoguer. Ce matin, nous avons par exemple parlé avec M. Martinez du travail et de la conception qu'on pouvait avoir du travail dans l'entreprise. Il y a un certain nombre de constats que nous pouvons faire, y compris celui d'un certain mal-être au travail. Et nous avons parlé de l'hôpital, par exemple, un sujet qui m'est cher. Est-ce que c'est pas lié aussi avec un projet que François Fillon a présenté, qui est un projet, par exemple, de plus d'autonomie à l'hôpital? Ce matin, nous constations enfin que les hôpitaux publics étaient conduits non pas par les directeurs d'hôpitaux, non pas par la commission médicale, par l'administration centrale, mais par l'agence régionale de santé. Ouais. Alors, on va écouter justement le secrétaire général de la CGT que vous avez reçu ce matin. Alors, lui, évidemment, mais vous ne serez quand même pas surpris, il n'est pas convaincu par le programme Fillon. C'est plutôt une politique antisociale et c'est la continuité de ce qu'on connaît depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est-à-dire qu'on favorise beaucoup les grandes entreprises par des mesures d'aide, peu les petites et les moyennes, et on fait payer beaucoup aux citoyens, aux salariés, ces économies qu'on veut faire. Est-ce que si François Fillon était élu président de la République, vous ne craignez pas un troisième tour social assez rude? D'abord, M. Martinez dit quelque chose d'important sur lequel nous avons échangé. Attention à être attentif aux petites et aux moyennes entreprises, aux petites et moyennes industries. Il y a là une responsabilité et c'est un point positif de notre rencontre de ce matin que je remporte et dont je vais parler bientôt avec la CPME. Vous voyez, les petites entreprises et l'UDP, les toutes petites entreprises. Est-ce qu'il y a un troisième tour? Un troisième tour. Il y aura, les syndicats l'ont annoncé, et le Parti communiste aussi. Oui, mais c'est la démocratie. C'est pour ça que... La rue, certains disent la rue, c'est contre la démocratie. La démocratie, c'est le vote des Français. Le 23 avril et au mois de mai, le choix du président de la République. Voilà pourquoi, avec François Fillon, nous souhaitons qu'on sache tout. Alors, c'est pas un espèce du discours du Bourget où on fait l'inverse 3 ans plus tard. On sait tout. Il y a la part ouverte au dialogue social, et ça n'est pas rien.
M. Votre Macron, lui, adversaire veut nationaliser l'assurance chômage, par exemple. Dites-nous tout, justement, sur le passage aux 39 heures dans la fonction publique, parce qu'il reste une petite ambiguïté sur est-ce qu'il y aura des compensations salariales ou pas, et si oui, à quelle hauteur? D'abord, En gros, est-ce que les fonctionnaires devront travailler 39 heures, payer 35, payer 36, payer 37? Combien? dans la fonction publique, Réponse le claire. passage à 39 heures, c'est une question d'équité par rapport aux salariés du privé. Il s'ouvrira dans chaque fonction publique une négociation avec la part salariale Avec qui sera l'objet Avec l'employeur ou avec... entre l'État, par exemple, et les organisations syndicales. Quelle est la part salariale augmentée? Est-ce qu'on modifie l'organisation? Est-ce qu'on modifie la conduite des carrières? Vous savez bien que tout ça est tenu dans des grilles extrêmement compliquées. C'est l'occasion de réouvrir des négociations dans la fonction publique qui n'ont pas eu lieu depuis des années. Donc on n'en a pas fini. Ça va être un C'est processus une très long. négociation. Ça va être un Ça va être C'est compliqué. une négociation. Mais si c'était 39 heures. simple, Non, mais 39 heures. si c'était simple, M. Macron l'aurait fait. 39 heures non Si payées, c'était 39, simple, c'est possible. Je voudrais qu'on Madame avance El un tout petit Khomri peu l'aurait fait. sur le Eh projet, bien, parce que c'est certes complexe, mais c'est Il y a- indispensable. Mais Alors, monsieur il y a Pécresse, une question qui vous attendez, monsieur concerne. Pécresse, Oui. Alors, il a d'autres questions. hein. dans ce pays, Ouais. la part du PIB consacrée au salaire des fonctions publiques, hospitalières, territoriales et d'État est très supérieure à celle consacrée dans les autres pays. Oui. Et vous le savez bien C'est vrai. que Mais- par rapport au ratio du nombre d'habitants, nous avons près de 60% d'agents publics de plus que l'Allemagne. Est-ce que nous nous portons mieux? Bon, moi, Est-ce ça- que notre Oui, pays mais est les mieux fonctionnaires administré? attendent de ça, les fonctionnaires qui sont au poste et qui n'y peuvent rien, eux, ils attendent juste de savoir s'ils devront payer, s'ils devront travailler plus sans gagner plus. Voilà. Eh bien, ils gagneront plus. Question. Ils Mais ce gagneront sera la plus. Qui vous négociation. concerne Bon, d'accord. Ils gagneront directement plus. en tant que président du Sénat. François Fillon promet une baisse de dotation aux collectivités locales de 7,5 milliards d'euros sur la législature, sur la mandature, après moins 10 milliards d'euros sur la mandature de François Hollande. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette austérité pour les collectivités locales? Tout dépend dans quelles conditions. Si nous allégeons les normes, première condition. Si c'est quand même les normes, un coût annuel de 1,3 milliard de normes nouvelles sur les collectivités territoriales. Vous prenez 1,3, vous multipliez par 5, Donc un moratoire sur et les oui, normes. bien, indispensable. Non. Annoncé toujours par les gouvernements et On l'a toujours- jamais voilà. fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Jamais fait. On l'annonce tout le temps. Et oui, on le mais fait jamais là, il y a parce un que- engagement de François Fillon. Il le réitérera Ouais. devant les maires de France. la Deux semaine questions. prochaine. Ah, rapide alors, hein, Très parce qu'on a rapide. fini. Question sur la clause Molière. Vous savez, c'est cette clause qui permet aux collectivités territoriales de réserver des appels d'offres à des entreprises où on parle le français. Ça se fait en Et prise Ile-de-France, comme par une exemple. préférence hein. nationale. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette clause Molière qui est jugée comme anti-européenne? Je n'y suis pas favorable à titre personnel. Je l'ai d'ailleurs dit à M. Martinez ce matin. Ça a dû lui plaire. C'est un point de désaccord avec certains de mes amis. Je suis favorable, par contre, à l'engagement très fort que François Fillon a pris hier sur le statut des travailleurs détachés. C'est-à-dire, le statut des travailleurs détachés ne doit pas être discriminatoire de compétitivité pour les salariés français. C'est essentiel aussi pour le droit de ces salariés détachés qui viennent de l'Union européenne. C'est pour moi un engagement à la fois de compétitivité, de non-discrimination et un engagement européen fort. Dernière Dernière question. question sur la question du port du voile dans les entreprises, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la Cour de justice européenne a légitimé l'interdiction de ce voile pour peu que ça ne vise pas une religion en particulier et que ce soit dans le règlement des entreprises. Est-ce que vous êtes satisfait de cet arrêt? Est-ce que vous appelez C'est les le entreprises port françaises à de signes le distinctifs. mettre dans le règlement? Ouais. Et il appartiendra à la négociation, par de les bois. C'est pour ça que la négociation, et il faut reconnaître que la loi El Khomri a ouvert la porte à la négociation en entreprise, tous ces sujets-là doivent être soumis à la négociation dans l'entreprise. Moi qui suis attaché à la laïcité, ça n'empêche pas qu'une entreprise peut prévoir dans telle ou telle condition, des conditions où il tolère, au sens du mot tolérance, presque religieux, des signes Tolérer le voile. spécifiques. Voilà. Mais pas que le voile, d'autres ports. Pourquoi fait-on uniquement une fixation sur une religion?
Merci Jean-Francis. Merci. Donc voilà, vous assumez à 100% le tournant libéral annoncé par François Fillon, mais vous insistez beaucoup, on n'y revient pas, sur la négociation. Il y aura négociation, Et vous la avez dit. dimension sociale Et la dimension sociale et sociétale. Deuxième partie de l'épreuve de vérité avec Nadège Puljak, notre consoeur de l'AFP, pour une question politique. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Nadège. Eh bien, bonsoir et bonsoir Monsieur Larcher. Bonsoir. Vous avez vu peut-être dans le Figaro, il y a une enquête selon laquelle 40% des électeurs de droite de 2012 ne votent pas Fillon. Alors 40% c'est énorme, vous allez me parler de la marge d'erreur, mais tout de même 40%. Je vous ai parlé de rien. Je vous ferai remarquer. C'est vrai, vous avez raison. Alors la j'anticipais. question. La question, dans ces conditions, comment est-ce que vous espérez rassembler votre camp? Rassembler pas simplement notre camp, rassembler de nombreuses Françaises et de Français. J'ai pas une conception camp, moi, de la relation Enfin, entre en les général, Français. ceux qui votent Il y a pour vous, c'est quand même des gens de droite. Les hommes et les femmes qui se sentent en adéquation avec la droite et le centre. C'est parce qu'ils croient en la responsabilité personnelle, ils croient que la liberté permet de créer, mais ils pensent aussi qu'il existe un certain nombre de valeurs qui conduisent la société, dans laquelle la dimension de solidarité a du sens. Comment rassembler? C'est parler de notre projet. Or, pendant plusieurs semaines, d'ailleurs, aucun des candidats n'a pu parler projet. Notons-le bien. On n'a parlé que de débat, bien sûr. Aujourd'hui, il faut parler du projet. Et les 5 semaines doivent être consacrées à projet contre projet, vision de la société contre vision de la société, à avoir un dialogue avec les Français, avec des sujets aussi importants, je les évoquais il y a l'instant, qui est le sujet de l'emploi, le sujet aussi, quel est le sens de l'autorité de l'État? Quand on regarde Notre-Dame-des-Landes, quand on voit des lycées vandalisés par les propres élèves, on se dit qu'il y a la question de l'autorité de l'État, elle est posée. En même temps, quelle Europe on reconstruit? À la fin de la semaine, les présidents de Parlement, nous allons être à Rome pour parler de la nouvelle Union européenne après la décision britannique. Comment on refonde une Union européenne qui a J'entends des bien tout ça, projets. Monsieur Larcher, mais n'empêche que... C'est de ça dont il faut parler. Je comprends bien, vous en avez déjà beaucoup parlé. Monsieur Fillon a déjà abondamment parlé de son programme. Depuis le temps, ça fait 2 ans, même plus, qu'il nous prépare le programme. Donc, il nous en a souvent parlé. Mais attendez, j'ai une petite question. Hier, ou avant-hier, je ne sais plus, une centaine de jeunes jupéistes ont décidé de rejoindre Emmanuel Macron. Alors, vous dites rassembler, rassembler. Oui, mais n'empêche que les faits sont là. Comment vous expliquez que 100 jeunes jupéistes qui étaient prêts à voter Juppé, donc à droite, s'en vont chez Macron aujourd'hui? Je ne sais pas quelle est leur motivation. Ce que je peux leur dire à ces 100 jeunes, c'est que s'ils veulent demain une société qui donne à la jeunesse sa place, son avenir, qui ne la condamne pas à rester pour 25% d'entre eux hors formation ou au chômage, c'est pas le bon choix qu'ils ont fait. Pour vous, aller chez Emmanuel Macron, c'est un moindre mal? Non, aller chez Fillon et autour de son projet, c'est la bonne décision. Eh ben, je répète quand même ma question. Ceux qui ne veulent plus aller chez Fillon, parce qu'il y a quand même, je reviens toujours, excusez-moi, il y a quand même 40% des électeurs qui ont voté pour M. Sarkozy en 2012 disent non à Fillon. Hier soir, j'étais avec Xavier Bertrand dans le Pas-de-Calais. Notre première préoccupation, c'était d'empêcher un certain nombre de nos compatriotes de penser que la solution Le Pen, c'est celle qui leur permettait de construire. C'est pour ça que je vous demande si c'est le moindre mal, donc, monsieur la Macron, solution aujourd'hui, c'est massivement d'apporter son soutien à François Fillon. Alors, il y a les électeurs de droite qui ne votent pas cette année, effectivement, 40%, 40% ceux de 2012, soit. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, Mais il y a c'est aussi, vrai. toujours dans le Figaro, c'est la chronique de Jérôme Jaffré, il y a aujourd'hui simplement 10% de l'électorat populaire qui vote Fillon et 10% également des électeurs des classes moyennes. Et là, il va falloir aussi augmenter ce pourcentage. Oui. C'est la même question que tout à C'est l'heure. la même question qui tout à l'heure. Qui vous est posée. Ouvriers, employés, jeunes, premier choix électoral Marine Le Pen. Nous avons une responsabilité d'expliquer ce que signifie Marine Le Pen, bien sûr au plan économique. J'étais hier avec des agriculteurs à la filière agroalimentaire. La sortie de l'Europe, c'est moins 40% de revenus à des agriculteurs qui, aujourd'hui déjà, sont en grande souffrance et qui ont besoin d'une réforme de la politique agricole commune. C'est, on le sait, 500 000 emplois immédiatement dans le domaine économique en moins. C'est pas moi qui fais l'analyse, c'est l'ensemble des instituts économiques. C'est aussi la culture du repli sur soi, de la peur de l'autre. Et moi, c'est pas ma vision de la société. Et j'ai envie de dire à ces jeunes,
à ses ouvriers, à ses employés, qui ont le sentiment d'être abandonnés. Souvenez-vous, dans le rapport que je faisais au président de la République en 2015, Michel Grossior, je parlais de la France d'à côté. C'est cette France d'à côté. La France périphérique. Oui, c'est celle de Guilly périphérique, mais cette France d'en bas, comme tu disais, elle n'est pas d'en bas, parce qu'il y en a une d'en bas, tandis que là, elle est à côté. C'est-à-dire qu'elle a le sentiment de ne pas être entendue, de ne pas être écoutée, de ne pas être prise en compte. Et je le voyais hier, au travers de témoignages dans la ruralité. Et faire de la ruralité, c'est pas une priorité, c'est pas simplement une nostalgie. C'est de dire que chacun a sa place dans la République. Alors, je reviens quand même à mes sondages. Alors, j'ai entendu hier M. Fillon, qui était invité devant les Amis du CRIF, dire « Moi, les sondages, je n'y crois pas ». Alors, déjà, ma première question, est-ce que vous y croyez aux sondages ? Écoutez, si je regarde les sondages concernant François Fillon dans le cadre de la primaire, ils ont eu une maturation finale qui les a profondément transformés. Parce qu'on je ne vais pas dire j'aime les sondages quand ils m'arrangent et j'aime pas les sondages quand ils m'arrangent pas. C'est une photographie de l'opinion, c'est une photographie instantanée de l'opinion. Nous voyons que cette opinion, elle est traversée aujourd'hui par un certain nombre d'hésitations. C'est à nous, pendant 5 semaines, de les rassembler. D'accord. En parlant programme, c'est ça. Projet, présence, vérité. Mais ça n'est pas en créant la peur, c'est en créant des objectifs qui soient clairs. Tout à l'heure, en répondant à Jean-Francis Pécresse, le projet Fillon, c'est pas une purge, c'est ce qui permet d'éviter que tant d'hommes et de femmes continuent d'être à côté. C'est 6 millions hors de l'emploi, c'est 9 millions de pauvres. Alors tout à l'heure... Le rassemblement. Oui, justement, je voulais revenir au rassemblement avec les centristes. Les centristes, justement. Le rassemblement. On va écouter François Fillon, parce qu'il dit qu'aujourd'hui, c'était sa conférence de presse hier, qu'il a les centristes avec lui, les centristes qui s'étaient... Et puis aujourd'hui, il était chez les centristes. Et aujourd'hui, il était chez les centristes, d'accord. On l'écoute hier, en tous les cas. J'étais avec lui. Parler de ce rassemblement des centristes qui s'est un peu détourné de lui ces dernières semaines. Ce projet, il a fait l'objet d'une discussion avec l'UDI depuis plusieurs semaines. Et beaucoup des amendements, des propositions que l'UDI ont formulées ont été reprises dans ce projet. Il y a quelques différences qui subsistent entre nous, c'est normal, puisque nous ne sommes pas centristes. Il y a des centristes, il y a les républicains, et nous allons aller ensemble à la bataille à la fois pour la présidentielle et pour les législatives, avec quelques différences. Elles sont assez faibles, et ce projet reprend très largement l'esprit du programme qui était celui de l'UDI. Alors voilà, j'entends M. Fillon, on l'a entendu la dire, mon projet reprend très largement l'esprit de l'UDI, des centristes de l'UDI. En quoi ? Puisque en même temps, il nous dit, mon programme est très radical, il n'y a que lui qui peut redresser la France. Là, il y a un petit paradoxe. Non, je vais prendre l'exemple sur le handicap. Et le rôle et la place que nous devons avoir dans l'attention, la solidarité et des problèmes quotidiens qu'ont les familles, notamment qui ont des enfants ou des adultes handicapés. C'est un apport fort de l'UDI. Et moi, gaulliste, un autre sujet. L'UDI a beaucoup insisté sur l'intéressement. L'intéressement et la participation. C'est un sujet et un apport de l'UDI. Une attention aussi aux faibles revenus, aux petites retraites. C'est une attention que l'UDI a partagée avec nous, mais c'est vraiment un point de rencontre. Et puis la question européenne. Moi, vous savez, je suis de ceux, c'est d'ailleurs comme ça que nous étions rencontrés avec François Fillon, aux côtés de Philippe Séguin. Nous avions émis un certain nombre de doutes au moment du traité de Maastricht. Et on voit bien que ces doutes, aujourd'hui, il va bien falloir les lever. Convergence fiscale, convergence sociale. Les chefs d'État et de gouvernement en ont parlé la semaine dernière à Versailles. Eh bien, donner de la force, donner du souffle au projet européen, l'UDI y est attentif et c'est un point de rencontre. Très bien, mais M. Jean-Christophe Lagarde, donc, qui est le président de l'UDI, a dit hier, je cite sa citation, « Les centristes seront des alliés loyaux mais vigilants de M. Fillon ». Alors, jusqu'où on est Pourquoi vigilant cette quand vigilance? on est centriste? Elle est nécessaire, la vigilance? Parce que c'est très utile. Regardez comment fonctionne la majorité sénatoriale. Elle est formée de centristes, de quelques indépendants, et d'un groupe important qui est le groupe Les Républicains. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une richesse
y compris dans la vigilance des uns et des autres. C'est pas un alignement, nous sommes différents, nous avons des histoires différentes, nous représentons des territoires, des sensibilités différentes. Moi, je vous le dis, ça me va. Est-ce que cette vigilance est nécessaire alors qu'on a entendu récemment Alain Juppé dénoncer la radicalisation autour de votre candidat? Eh bien, la vigilance, elle est parfois apaisante. C'est comme en médecine. Bon. En tous les cas, mais ne doutez pas, Nadège Jacques. Pardon, mais regardez comment on fonctionne ici au Sénat. Nous fonctionnons d'une manière qui parfois nous amène sur des sujets de société, vous le savez, à avoir des positions parfois différentes, mais ouvertes. Non, mais la vigilance est parfois apaisante. Bon, c'est une jolie formule. Il n'y a pas à dire. Elle peut figurer dans une dépêche de l'AFP, par exemple. Mais si vous voulez... Rendez-vous je me demande pour lire la dépêche si ensemble. Tout à fait, exact. Bon, en tous les cas, vous avez été très généreux avec eux. C'était peut-être le prix à payer. Je ne sais pas. Je crois que vous leur avez offert plus de 80 ou 90 circonscriptions. Il y a 96 circonscriptions. 96, c'est cela. Hein, 42 primaires actées sur 577. Alors vous avez payé cher, vous demandez. Oui, moi je crois que vous avez payé cher. Il y a eu quelques débats. C'est naturel dans une commission nationale d'investiture. Il y en a combien de gagnables? Jean-François Lamour a été pour LR, avec Roger Carucci, sénateur, avec Alain Marlex, des conducteurs attentifs de la négociation. Tout aussi un sénateur, Hervé Marseille. Et vous voyez que je pense, c'est peut-être le rôle aussi des sénateurs, avec les députés, de trouver un accord qui soit équilibré et qui soit un accord suffisamment ouvert. C'est difficile de faire des prévisions. Il y a aujourd'hui 28 députés qui sont des députés appartenant à l'UDI ou rattachés à l'UDI. La perspective serait peut-être une soixantaine de parlementaires, c'est-à-dire de doubler. Ah, voilà, bon là c'est clair. Une toute dernière question rapide. Une toute dernière question, oui, rapide. L'organigramme de votre parti, les Républicains, il paraît que ça va changer. Est-ce que Wauquiez va devenir, Laurent Wauquiez, il va devenir le patron ? Non, je crois qu'il faut que Laurent Wauquiez, comme d'autres, participe à la campagne. Il faut d'ailleurs que ceux qui soutenaient Alain Juppé aussi puissent participer pleinement à la campagne. Qu'ils reviennent. En même temps, Bernard Accoyer s'est vu confier la responsabilité du secrétariat général. Aujourd'hui, on n'est plus dans des sujets de savoir qui est dans l'organigramme et à quelle place. Il faut tous se rassembler. Ça comptait chez vous. Enfin, chez moi, ce qui compte, c'est que nous l'emportions et que, à l'issue du premier tour, nous puissions nous affirmer pour gagner le second tour. François Baroin serait un très bon Premier ministre de nouvelle génération. Il a beaucoup de qualités, François Baroin. C'est un homme de talent, c'est aussi un élu local, c'est un excellent président des maires de France. Et je dois dire que souvent, je me sens proche de lui, y compris dans sa conception de la société. À Matignon demain ? Matignon, c'est la décision du président de la République. Moi, je suis gaulliste. Pardonnez-moi. C'est pas Gérard Larcher ou un autre. Oui, ça vous plairait, ça vous plairait, une envie. J'ai déjà dit que c'était pas le rêve de ma vie. Je vais vous dire quel est le rêve. Non, pas pour vous. Je parlais de M. Baroin. Oui, non. Mais c'est son rêve, peut-être, à lui. Ce serait un choix. Moi, mon rêve... Ce serait un choix. Pour lui, un choix. C'est lui qui le dira au président de la République. Mais attendez, dans la conception de la Ve République, on peut faire joujou, tu seras le Premier ministre. Non, ma conception, c'est que c'est le président de la République. Bien sûr, mais vous avez une avis. Et je vois un certain nombre de visages qui ont ça. Mon rêve à moi, puisqu'on m'a posé la question, c'est de réconcilier les Français avec la démocratie parlementaire. Et là, il y a du chemin. Ah, d'accord. Mais vous, atout social, demain, de l'éventuel président Fillon, ce serait à quel poste ? Moi ? Oui, vous. Président du Sénat. Président du Sénat, vous venez de le dire. Si mes collègues me font confiance. Très bien, merci Nadège. Dernière partie de l'épreuve de vérité avec Michael Zamès, donc de Public Sénat, qui nous rejoint désormais. Bonsoir Michael. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Larcher. Bonsoir. Vous avez dit en début d'émission, la campagne va reprendre ses droits. Qu'est-ce qu'il faudrait pour sortir du climat des affaires ? D'abord, que nous parlions du projet. Et ce climat me ramène à ce qui a été ma démarche au Sénat dès ma première présidence. Je crois qu'il faut réconcilier les Français avec ceux qui les représentent, c'est-à-dire les parlementaires notamment. Vous savez, il y a une réalité que vous connaissez bien. Seuls les maires adjoints, les conseillers municipaux ont la confiance majoritaire des Français. C'est pas de la faute des Français. C'est notre responsabilité.
Et là-dessus, il faut être exigeant. Je vous rappelle quand même ce que nous avons conduit ici, je parle de la période récente, et nous l'avons conduit tous les groupes confondus. Quand on veut un budget du Sénat plus transparent, quand on veut que les groupes politiques soient tous organisés en association avec des comptes certifiés, quand on veut encadrer le régime de l'indemnité représentative de frais de mandat, quand on veut la transparence sur tout ça, quand, pardonnez-moi, pas sous l'effet des événements, nous avons décidé de publier la liste des collaborateurs, Justement, quels qu'en soient les noms. Il y a beaucoup de liens familiaux. Alors là, il y a des mesures qui s'imposent. Ils existent au Sénat au travers de la transparence. Et depuis 21 ans, je vous rappelle que quand on a un conjoint ou un collatéral, on est plafonné, et ça existe depuis 1995. Monsieur Larcher, si on reste un petit peu sur cette campagne, le climat de cette campagne, on a parlé des costumes du candidat Fillon, des enfants du candidat Fillon. Ce soir, on apprend que le parquet va ouvrir une enquête préliminaire visant un déplacement d'Emmanuel Macron. À Las Vegas, hein. À Las Vegas, absolument, Michel. Comment est-ce qu'on fait pour faire une campagne présidentielle? Je pense que, naturellement, et je vais parler d'abord des parlementaires, nous allons rentrer, et François Fillon a arbitré, dans l'heure du non-cumul des mandats. Et donc, il va falloir que nous mettions en place la conclusion d'un certain nombre de réflexions que nous avons engagées ici depuis plus de 18 mois. C'est un groupe de travail dirigé par Jean-Léonce Dupont. Nous nous sommes penchés sur les pays aussi qui ont connu ce genre de crise. L'Allemagne, le Royaume-Uni, par exemple. Et nous pensons être en capacité de proposer un certain nombre d'orientations pour que la relation entre les Français et leurs parlementaires soit une relation claire. Et apaisée, dites-vous. Et apaisée. Mais concrètement, vous avez... Je veux dire, par exemple les emplois familiaux, non, il faut les indemnités, non, pardonnez-moi, les indemnités, la fiscalité des indemnités, la manière dont on gère l'indemnité représentative de mandat, le régime fiscal des indemnités de fonction. Ça concerne le président du Sénat, par exemple. Eh bien, je pense aussi qu'il faut qu'on renforce, dans le cadre d'une réforme institutionnelle globale, tout ce qui apparaîtra comme conflit d'intérêts potentiel dans les procédures législatives. Je le dis d'autant plus que c'est ici, et en lien d'ailleurs à l'époque avec Bernard Accoyer, que nous avons mis en place la première proposition concernant ce qu'on a appelé les lobbies, les groupes d'intérêt dans leur relation avec le Parlement. Donc plus de cumul d'activités pour un parlementaire qui serait également conseil. Mais aussi, de quelle manière? En même temps, il faut respecter la liberté de chaque parlementaire de voir qui il entend, mais dans des conditions déontologiques. Vous vous sentez proche des propositions qui ont été formulées par l'ancien député Julien Drey, interdire aux députés et aux sénateurs toute autre fonction que la leur, médecins, avocats et même vétérinaires? On a commencé à le faire. Je pense que c'est une piste sur laquelle il faut continuer à s'engager. Ça fait partie des réflexions que nous conduisons actuellement dans le groupe de travail. Rémunérer les parlementaires à hauteur de 9 000 € net par mois? On n'en est pas là. La meilleure des références possibles aujourd'hui, c'est la référence allemande. Parce qu'ils ont traversé une crise, parce qu'ils ont traversé des interrogations. Je pense qu'il faut avoir une opération, pas simplement de transparence, mais de sincérité avec les Français, dire aussi que c'est pas que transparent, de sincérité avec les Français. Alors, à propos de transparence, ce n'est qu'un outil. Écoutez, la sincérité, c'est une attitude. Écoutez ce que dit le sociologue Michel Viviurca, justement, qui évoque cette nécessité de moralisation publique, mais il parle de la transparence à sa façon. D'abord, de façon générale, la transparence n'est pas forcément toujours une bonne chose. L'exigence de transparence peut même avoir un petit côté totalitaire. Donc, je ne pense pas qu'il faille exiger une transparence sur tout et en tout. Un candidat peut très bien dire il y a des choses qui ne regardent pas l'opinion. Mais ce n'est pas forcément le prix du costume ou les émoluments de l'épouse du candidat qui sont en jeu. Il y a beaucoup d'autres choses qui n'ont pas été transparentes. François Hollande a été retenu de se présenter comme candidat après avoir voulu justement faire un peu trop de transparence, c'est-à-dire avoir laissé des journalistes lui poser toutes sortes de questions, être présent quand il avait des coups de téléphone avec des chefs d'État étrangers, etc. Non, un chef d'État, un politique n'a pas à être tout le temps et en permanence transparent. Ton réponse? D'accord.
Bien sûr, Pas trop de transparence. je prends un exemple. Ce qu'il y a transparence quand ce matin nous parlons au Karabakh avec le président d'Azerbaïdjan. Non, pardonnez-moi. Et je partage cette analyse. Est-ce que la vie privée doit être livrée en pâture, y compris dans les choix personnels? La réponse est non. Et ceci nous renvoie y compris à des débats que nous avons depuis quelques jours. La vie personnelle, elle nécessite aussi, y compris pour avoir un élu qui puisse, j'allais dire, se consacrer pleinement, un élu n'en est pas moins un homme, une femme, de chair, de cœur et de sang. Il a besoin aussi de sa part de jardin personnel. Gérard Larcher, le journal du dimanche a évoqué un système d'emploi fictif au sein du groupe UMP qui date entre 2002 et 2014. Des primes occultes en espèces, etc. Que saviez-vous de ce système? Écoutez, on sait tout depuis 2013, puisque cette affaire, elle a été rendue publique par un autre média. Il y a maintenant un juge d'instruction, il instruit. Le juge René Cros. On va le laisser instruire. Et je suis parfois étonné de lire un certain nombre de choses qui ne m'apparaissent pas être le mot. Pour vous, il n'y avait rien de neuf dans cet article? Ah non, il n'y avait rien de neuf, il y avait même quelques erreurs concernant les associations, mais je laisserai aux associations le soin de le dire. Il y avait aussi, me semble-t-il, une forme d'amalgame. Je dois dire que laissons à la sérénité de la justice le soin de dire, y compris le droit, car je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de règles. Les règles, nous les avons mis en place. C'est la réforme de 2014, ici au Sénat, pour les groupes. Et cette réforme pour les groupes, elle a reçu le soutien de chaque président de groupe, dont le président du groupe Les Républicains, Vous-même, Bruno Retailleau. Vous êtes mis en cause par l'un des missions d'examen. Voilà. J'étais mis en cause pendant 12 heures, d'une façon un peu irréelle. Il a, par l'intermédiaire de ses avocats, tout simplement dit la vérité. Fermer le banc sur cette affaire, c'est ce que vous voulez... C'est pas fermer le banc. J'écoute tout simplement ce que disent les avocats de celui qui, paraît-il, avait dit cela, mais il paraît que ça avait été mal compris. En tous les cas, je suis très serein, mais pas simplement très serein. J'insiste pour que, à chaque fois, nous respections ce qu'est l'autorité de justice, son cheminement, pour que la vérité puisse être la conclusion. Mais je le dis, il n'y a de règles posées très claires que depuis 2014. Nous les avons souhaitées collectivement. C'est vrai, j'ai notamment été élu sur la base d'un projet qui faisait tout simplement de la mise en place de règles claires, de règles opposables, y compris à l'opinion publique, une des propositions majeures. Alors, Emmanuel Macron a fait présidence. Vous préparez des mesures, vous l'avez dit, pour la moralisation de la vie politique. Emmanuel Macron a déjà présenté tout un programme avec des tas de mesures qui se recoupent d'ailleurs avec certaines que vous avez évoquées. Mais il propose par ailleurs de limiter le nombre de mandats dans le temps, pas plus de 3 successifs. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une atteinte à la démocratie. Si les gens, les citoyens ont envie de réélire un député pour une 4e fois, en même temps, nous vivons à l'époque de la mise en place du non-cumul de mandats. J'y reviens, il faut qu'on y réfléchisse. Le parlementaire n'aura plus tout à fait la même fonction, mais il devra rester en liaison avec le terrain, car qu'est-ce qu'on reproche souvent aux parlementaires? On parle beaucoup d'indemnité, de moralisation, et c'est la présence sur le terrain, la présence auprès des citoyens. N'oublions pas que quand on élit un député ou un sénateur, quelque part on élit un médiateur entre soi-même et l'État. Merci Gérard Larcher d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Michael. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.